Donc Karine s'excuse de ne pas pouvoir être là. Donc c'est une très bonne transition par rapport à ce qui vient d'être dit en conclusion, puisque moi je vais vous présenter des travaux sur la cellule entière, puisqu'actuellement c'est elle qui est utilisée dans de nombreux essais cliniques, que ce soit dans des pathologies de désordres d'Alzheimer ou dans des maladies régénératives. En particulier parce qu'elles ont des propriétés immunosuppressives et anti-inflammatoires, mais pas que, on est bien d'accord. En particulier, donc, on peut observer que sur les essais cliniques jusqu'à maintenant, on observe une hétérogénéité dans la réponse clinique. Plusieurs mécanismes sont en jeu, donc des paramètres qui concernent directement la CSM, d'où l'importance de bien caractériser le MTI, mais également des paramètres qui concernent le receveur, d'où l'importance, selon nous, du monitoring des protocoles impliquant l'injection de CSM. Et enfin, d'autres paramètres qui peuvent être associés au laboratoire de production ou de monitoring en lui-même, d'où la nécessité, selon nous, de centraliser et de standardiser les procédés de production et de monitoring, d'où la création du groupe ICEL France, qui permet donc de standardiser, de centraliser les procédés de production et de monitoring. Donc, dans le cadre de protocoles européens Cascade et Reborn, nous avons travaillé sur la standardisation de l'identification des mécanismes immunorégulateurs des CSM. Pour cela, nous avons développé des outils qui permettent d'avoir des modèles robustes et reproductibles pour étudier les CSM de façon à ce que ce que l'on observe ne soit dû qu'aux propriétés intrinsèques des CSM. En particulier, donc, l'espèce, bien entendu, comme ça a été mentionné tout à l'heure, hein, quand on fait des modèles précliniques, il faut avoir en tête que l'espèce source de la CSM peut influer ou non. Dans le cas précédent, ce n'était pas le cas, mais ça peut influer sur les propriétés des CSM. Ensuite, bien entendu, des variabilités associées aux donneurs de CSM et d'autres propriétés telles que l'origine tissulaire, les conditions de culture, le priming, qui a été abordé dans les deux précédents topos, la cryopréservation et l'expansion cellulaire. Donc je vais m'intéresser à trois de ces points. Donc tous ces paramètres permettant d'essayer d'identifier les mécanismes de fonctionnement des CSM. Donc en ce qui concerne l'expansion des cellules, donc, nous avons montré que, alors que des CSM ont la capacité d'inhiber la prolifération des lymphocytes in vitro de façon médiée par IDO, si les CSM sont gardés en culture plus longtemps, au bout d'un certain nombre de doublements de population, elles peuvent rentrer en sénescence et leur propriété d'inhibition de la prolifération T diminue, et ce, par une augmentation de la dégradation d'IDO par le protéasome. Pardon. Non, j'ai été trop vite. Pardon. Comment je fais marche arrière ? Voilà, pardon, excusez-moi. Et cela a été également démontré par d'autres équipes, puisque l'on voit que pour des cellules qui sont gardées pas très longtemps en culture, on a une réponse clinique, mais si on augmente la durée de culture, on diminue cette réponse clinique. Et un autre paramètre qui avait été étudié dans cette étude, c'est la cryoconservation, qui influe également sur la réponse clinique après injection des CSM. Donc, cette première observation sur l'expansion cellulaire peut-être expliquer des différences qu'on observe dans les résultats cliniques entre des protocoles académiques où, en général, on a une petite production de cellules puisqu'on a souvent un donneur plus un pour un receveur, donc une faible expansion cellulaire, alors que dans des protocoles industriels, il y a plus souvent une production pour plusieurs receveurs, donc avec une expansion cellulaire beaucoup plus importante, ce qui peut expliquer que les résultats dans les protocoles industriels sont plus décevants que ceux attendus suite aux résultats académiques. Ensuite, donc, un des points qui a déjà été abordé, c'est le priming.
Donc, nous avons montré que des cellules donc, stimulées par des molécules pro-inflammatoires comme l'interféron gamma et le TNF-alpha, contrairement à ce qu'on a montré ce que j'ai mentionné tout à l'heure, une fois que les cellules sont primées, on observe plus de différence entre des cellules non sénescentes ou des cellules sénescentes, que ce soit sur des ASC ou sur des BMMSC, en ce qui concerne leur capacité d'inhibition de la prolifération. Et comme on avait montré que la diminution d'efficacité était due à une dégradation d'IDO, en effet, on observe que quand les cellules sont primées, on a une restauration de l'activité IDO, que ce soit chez les cellules sénescentes ou non sénescentes. La même conclusion a été obtenue par un autre papier où là, ils observaient donc une diminution de l'efficacité des CSM quand elles étaient cryoconservées et que, donc ça c'est la prolifération de la lymphocyte T, et qui rétablissaient une inhibition de la prolifération de la lymphocyte T si ils primaient les cellules. Et là encore, ils démontrent que ça passe par IDO, puisque s'ils utilisent un inhibiteur, le 1MT, un inhibiteur d'IDO, on perd totalement la capacité à inhiber la prolifération T. Donc, ça souligne l'intérêt de l'étude d'IDO comme marqueur des CSM, qui pourrait être un outil pour caractériser les MTI. Il est important de souligner que ce n'est pas possible d'étudier IDO en qPCR, qui est parfois la méthode la plus accessible, puisque, comme vous pouvez le voir, si on étudie l'activité IDO sur des CSM sénescentes et non sénescentes, que ce soit des ASC ou des BMMSC, alors qu'on avait bien une différence d'activité, on n'a pas de différence d'expression de l'ARN. On n'a absolument pas de corrélation entre l'ARN d'IDO et l'activité IDO. En revanche, l'étude protéique est possible, que ce soit par Western blot ou par cytométrie en flux. Et enfin, l'activité IDO, qui est donc le plus proche de la réalité, par dosage de la quinine et tryptophane, est possible. Et nous avons montré que nous avons une réelle corrélation entre l'activité IDO et la capacité à inhiber la prolifération T. Donc, dans les protocoles cliniques que nous monitorons actuellement, dont les protocoles que nous avons en collaboration avec le professeur Farge, nous effectuons cette évaluation de l'activité IDO sur les cellules produites pour évaluer des seuils d'acceptabilité et essayer de corréler une activité IDO à une efficacité de la CSM. Enfin, l'autre point que je vais détailler, c'est l'origine tissulaire. Pour cela, nous avons, en collaboration avec Toulouse, étudié des CSM produites à partir d'un même donneur, mais à partir de deux tissus différents, la moelle osseuse et le tissu adipeux. Et nous avons effectué une analyse de l'expression génique, effectué des caractérisations phénotypiques et fonctionnelles. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a bien une différence entre... on peut bien séparer les CSM issus de moelle osseuse et les ASC, avec une hétérogénéité un peu plus importante sur les ASC. Et nous observons donc qu'une BMMSC est plus proche des autres BMMSC que de l'ASC du même donneur. Donc, on a bien un imprinting tissulaire. Donc nous avons étudié différents gènes, donc plusieurs gènes différentiellement exprimés ont été mis en évidence, donc qui sont mentionnés là. Si on s'intéresse plus particulièrement aux gènes associés à l'inflammation, on a par exemple chez les ASC une augmentation de CD55 qui est un inhibiteur du complément, qui peut par exemple laisser penser qu'on aura peut-être une meilleure capacité à l'échappement au système immunitaire, alors que chez la BMMSC, on a une augmentation du HLA-DR et du CD74 qui laisse présager qu'elles seront donc mieux reconnues par le système immunitaire. Les données que nous avons obtenues sur puce ont été validées par protéine, comme vous pouvez le voir là. Ensuite, nous sommes interrogés sur la réalité fonctionnelle des différences que nous avions observées. Donc, en protéines, nous avons donc, par exemple, confirmé que nous avions une plus grande production de CXL1 par les ASC.
CXL1 qui est le ligand de CXCR2 présent à la surface des neutrophiles. Et en effet, au niveau fonctionnel, nous avons une meilleure capacité des ASC à recruter les polynucléaires. Donc les différences que nous avons observées au niveau transcriptomique sont bien corrélées à une fonctionnalité. Et de la même façon, on observe que, donc, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est en réponse à protéines pro-inflammatoires qu'on observe les capacités inhibitrices des CSM. Et en effet, IDO est produit en réponse à l'interféron gamma. Et on observe que les ASC vont répondre plus rapidement avec une plus faible dose d'interféron. Elles vont atteindre un maximum d'IDO plus rapidement. Et c'est en correspondance avec le fait que les ASC ont une capacité inhibitrice de la prolifération T in vitro plus importante. Pour conforter ces résultats, nous avons donc étudié les différences, non pas sur des CSM post-culture, mais sur des CSM natives triées à partir de tissus adipeux ou à partir de moelle osseuse. Donc là, c'est une analyse qui conforte ce que j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, on a bien une diminution de CD74 et de HLA-DR, par exemple, chez les ASC triés sans phase de mise en culture. L'ensemble de ces résultats montre bien qu'on a un imprinting tissulaire de nos cellules. À garder en tête quand on choisit un mode de production des CSM à usage thérapeutique, le mode d'obtention doit tenir compte d'autres paramètres que la facilité d'accès à la source tissulaire, par exemple. Enfin, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des points importants, c'est les paramètres associés au receveur, d'où l'importance du monitoring. Donc, je vais parler un peu plus précisément de l'immunomonitoring qui est effectué sur le protocole sclérodermie. Donc, sur les 19 patients que nous avons monitorés, nous avons effectué des prélèvements, une étude avant injection AM1 et AM3. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'observe pas de différence au niveau des populations immunitaires classiques. En ce qui concerne les populations régulatrices, il n'y a pas de différence au niveau des T régulateurs ni des MDSC. En revanche, nous avons observé une augmentation des B transitionnels. Ce résultat nous a paru très intéressant puisque dans un autre monitoring, d'un autre protocole, dans une autre pathologie avec des cellules autologues, alors qu'ici on est en allogénique et à partir de BMMSC, on avait obtenu la même observation qui était une augmentation des B transitionnels après injection. Donc nous nous sommes intéressés à cette population B. Pour cela, nous avons trié des B des patients et nous avons effectué une analyse de 62 gènes. Et là, on a observé donc, une augmentation de l'IL10 et donc, qui confortait notre hypothèse qu'on avait une apparition de B régulateurs. Et ce résultat ayant déjà été publié, puisqu'il avait été montré qu'une augmentation des B10 était associée à une meilleure réponse dans le cadre de la GVH. Et chez ces patients sclérodermiques, nous avions aussi observé une diminution du CD40 qui est associé au mécanisme de fibrose et une diminution de banque 1 qui est associée à la production d'auto-anticorps. Donc ce sont des résultats très intéressants dans le cadre de cette pathologie. Ensuite, donc Ensuite, nous nous sommes intéressés à savoir s'il y avait une réalité fonctionnelle de cette apparition de probables B régulateurs. Donc, nous avons regardé in vitro ce qui se passait quand on mettait en culture des CSM et des B. Et nous avons observé in vitro que les CSM induisaient également la production d'IL10. Par contre, si les CSM étaient primés, nous avions une diminution d'IL10. En revanche, un autre marqueur de B régulateur, qui est le granzyme B, est diminué en co-culture avec les ASC.
Donc, notre conclusion, c'est qu'en fonction du contexte inflammatoire dans lequel elle se trouve, l'ASC ne va pas interagir de la même façon avec les baies, d'où l'intérêt de faire du immunomonitoring des patients pour évaluer en particulier le contexte inflammatoire dans lequel elle se trouve. Voilà, donc je tiens à remercier toute l'équipe et Karine Tart qui n'apparaît pas là puisque c'était elle qui devait présenter, mais bien entendu Karine Tart. Voilà.